Et voilà le résultat de passage et passage et passage d'avions. Je ne sais pas s'ils passent près, s'ils passent très près ou si ça descend plus vite. Oui, parce que ils sont hauts dans le ciel, ces avions. Mais les trucs qu'on a là sur la tronche, quand je dis ça prend tout le ciel, ça veut dire que c'est très près. Donc si c'est tout près, ça prend toute une partie du ciel, même tout le ciel. Comme une bande là, pour la prendre en photo c'est compliqué parce que on la voit pas comme une bande dans cet objectif qui pourtant est un objectif grand angle. Et là, à force de passage, le ciel est rempli de cette nébulosité là. Et je regarde le coup de lumière sur la nappe, le coup de lumière de la fenêtre, et la lumière est très très blanche. Elle est assez écrasante, bien qu'elle soit diffuse. Elle est blanche, d'un blanc froid. Ça, c'est pas uniquement les nuages. Quoique ça pourrait aussi. Comme un filtre, comme une gélatine, pour ceux qui connaissent un peu la régie de spectacle. Ces feuilles de plastique, de celluloïd teinté. Je ne sais pas exactement de quoi d'ailleurs, mais qui résistent à la chaleur, vous savez. Je regarde ces nuages, j'ai refait quelques photos, intéressant. La façon dont les ondes se forment. Alors les mouvements ondulatoires dans les nuages, c'est l'essence même de la formation des nuages, il n'y a rien d'étonnant à ça. Ce sont des mouvements, c'est de la mécanique des fluides. Mais effectivement, c'est indétectable. Je veux dire, ce qui est indétectable, c'est si on applique des ondes électromagnétiques au lieu d'ondes de mouvement, c'est-à-dire en fait un mouvement d'un fluide dans un autre, de l'air dans de l'eau dans de l'air, etc., ce sera indétectable. Enfin, indétectable. Ça pourra produire les mêmes effets. Donc en fait, on ne peut jamais exactement savoir ce qui se passe. Vous avez remarqué ? Il pourrait y avoir une cause ou une autre. Et le truc, c'est que comme il y a des causes différentes, quand on identifie une cause qui a des effets, on va avoir tendance avec notre esprit mental, j'allais dire, avec le mental il fonctionne comme ça, à identifier une chose et à dire « Ah la dernière fois que c'était comme ça, c'est qu'il s'était passé ça ». Alors c'est pas faux, mais il faut toujours se souvenir qu'une grande partie nous échappe et que nous faisons nos analyses avec des données tronquées et insuffisantes. Mais bien sûr, la seule chose que nous avons constamment sous les yeux et que nous pouvons observer jour après jour, tranquillement, depuis notre point d'observation qui, lui, ne change pas, en général, la plupart des gens ne changent pas tous les jours de domicile, et c'est plutôt rare. Donc, ce que nous pouvons observer tous les jours, c'est le ciel, c'est le temps. Et il ne suffit pas d'observer, il faut avoir un peu de mémoire. Ou il faut avoir des archives, écrites ou en photo. Alors à quoi bon regarder le ciel, n'est-ce pas ? Puisque de toute façon, nous n'y pouvons rien. Bon, déjà, considérant que nous ne savons peut-être pas ce que c'est que la réalité, peut-être que nous y pouvons quelque chose. Ou alors peut-être que ça n'a pas d'importance. Enfin, ce qui se passe dans le ciel n'a d'importance que parce que potentiellement, c'est capable de nous réveiller. Oui, de nous réveiller. Les choses ne sont pas telles que nous avons cru depuis le début. Mais que les nuages se forment, tout est naturel. Quand c'est pas naturel, c'est la faute de l'homme civilisé. Ce qui conduit à la nouvelle phase d'asservissement, puisque nous sommes le problème. Nous ne serons pas la solution, D'autres trouveront des solutions qui créent toujours plus d'asservissement pour nous. Donc la première chose, c'est de voir que, par exemple, cette tyrannie du climat est un mensonge. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'importe ce qu'on fait. Ce qui compte, ce n'est pas notre action dans le monde, c'est notre réveil. Si nous arrivons à accéder à l'idée que tout ce qui se passe dans le monde est frauduleux et mensonger, parce que les gens qui sont en charge de l'administration de ce monde savent très bien, tous, que les tenants et aboutissants de ce monde sont des sens spirituels, entre guillemets spirituels, astral, ce que vous voulez, non visibles. Alors ceux qui ricanent, c'est parce qu'on leur a enseigné à ricaner. C'est à ça que sert l'école. L'école des gueux, bien sûr. Enfin, presque toutes les écoles, c'est après quand on initie les gens qui accèdent à ces connaissances. Bon, il y en a qui, de par leur éducation, savent déjà depuis le début. Mais il y en a sans doute pas beaucoup. Parce que même dans les familles régnantes, ou dans les familles d'initiés, on ne dit pas tout de suite.
Bah sinon, il n'y aurait pas d'initiation, sinon il n'y aurait pas de transgression, et il n'y aurait pas de transformation. Et ça, c'est ça qu'ils veulent aussi. En tout cas, si l'homme du commun, en Occident uniquement, on ne parle pas de l'Afrique ou de l'Extrême-Orient où les gens sont complètement acquis à la réalité du non-visible, mais en Occident, tout le monde est moqué. Mais le nombre de gens qui ont des expériences dites paranormales, parapsychologiques, etc., c'est impressionnant. Donc ces gens-là s'autocensurent. Donc il y a une dichotomie, une dissonance sociétale, comme on dit maintenant, de l'Occident. Mais parce que même les gens qui n'y croient pas à tout ça, de temps en temps, ils se font tirer les cartes, ou ils font des trucs, mais ils sont quand même en dissonance. Et puis il y a ceux qui ne croient à rien, et eux, ils sont très hystériques, très vite inquiets et agités, dès qu'il s'agit de quelque chose qui n'entre pas dans leur idéologie fortement ancrée. Mais là où je voulais en venir, c'est que les gens qui dirigent ce monde ne font que de l'occultisme. Tout ce qu'ils font de pire, on se dit, c'est des fous, c'est des malades mentaux, c'est des détraqués. C'est pas des détraqués. Oui, bien sûr, c'est des détraqués. Si on considère qu'ils sont humains et qu'ils sont dotés d'un psychisme naturel, sain au départ et qui a été détraqué. Mais non. Ils savent ce qu'ils font. Ils le font en connaissance de cause parce que ça correspond à une logique. Ils servent le mal. Mais ce ne sont pas des détraqués au sens où nous on l'entend. C'est plus complexe. En tout cas, ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est dans des buts occultes. Mais qu'ils le sachent ou non, parce que nous aussi, nous participons à toutes leurs grand-messes. Tant que nous ne sommes pas réveillés, nous participons. Activement, émotionnellement et énergétiquement. Et émotionnellement est la partie la plus importante, puisque dès que nous nous réveillons, nous pouvons être écrasés, enfin en tout cas nous sentir écrasés par ce sentiment d'impuissance, d'injustice, d'horreur, etc. Et ça, ils adorent. Donc ils nous envoient tout le temps des Poussard, des Owens, des Zoé Sagan, j'allais dire même des Claire Sévrac. Ouais, vous êtes beaucoup à l'aimer, à l'aduler, mais ce personnage est vraiment extrêmement problématique pour moi. Depuis que, je crois que c'était mon amie Lauriane qui m'avait envoyé une photo de Getty Images jeune, et c'est un homme. Et ils ont même pas mis la poitrine. C'est terrifiant. C'est un homme transgenre post-pubertaire, ou peut-être même pas transgenre d'ailleurs. Enfin, je veux dire, même pas hormoné, juste maquillé, avec une robe. Une robe, ça y est, là, avec les falbas là, les volants et tout ça. Mettez ça sur une nana avec des formes. Ce serait un vrai bonbon. Donc tous ces gens, ils me posent problème. Oui, mais elle a payé de sa vie. Oui, je sais pas. Oui, peut-être, probablement. Ouais, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, mais j'ai du mal. Moi, j'entre en dissonance quand je vois ce personnage. Une grande dame. Ah ouais, une grande dame. Un peu comme Chibrit, quoi. Une grande dame. Alors, l'histoire de Chibrit. Cousu de fil blanc, mensonge à tous les étages, traficotage grossier. Peut-être qu'ils ont très grossièrement trafiqué la photo de famille de façon à ce qu'on s'en rende compte. Bah oui, il y a une rupture de continuité avec l'abat-jour. Le premier venu aurait pu le voir. Pourquoi on l'a pas vu ? Parce que la définition est pas assez bonne. Parce qu'on n'a pas eu, cette image dans un format nous permettant de l'analyser correctement. Pour analyser les photos, Natacha Ray passe ça sur un logiciel de restauration d'images. Restauration. Logiciel. Un truc automatisé, une intelligence artificielle qui te remet de la couleur, des traits, des trucs comme ça, un petit peu comme si on disait à quelqu'un dans le temps ancien, que moi j'ai connu d'ailleurs, tiens, vas-y, retouche-nous cette image parce qu'elle est un peu floue, il y avait quelque chose devant l'objectif, là il y a quelques visages qui sont pas bien, on voit pas l'arrondi du visage de une telle, et puis il manque une mèche de cheveux là, enfin tu vois. Et ça se faisait, ça, même en noir et blanc, avec des pigments, enfin je sais pas si c'était de l'encre de Chine, enfin il y avait différents gris. En fait, on pouvait tout à fait se le faire soi-même avec de l'eau. Oui, parce que le papier prenait l'eau. Ça séchait. Enfin bon, bref. Ça dépend si on parle de papier barité ou de papier polyéthylène, mais moi je l'ai fait. J'ai fait de la retouche avec le pinceau à 3 poils, là. Et d'ailleurs, dans ma classe, je me souviens, il y avait un petit gars, il était tout petit, un peu avorton, un peu tout petit. Je sais plus comment il s'appelait. D'ailleurs, maintenant, j'ai dit qu'il était un peu avorton, je vais pas dire comment il s'appelait, même si je m'en souvenais. Sa mère était retoucheuse de photos. Je sais pas si elle retouchait la couleur ou le noir et blanc, mais c'était son métier. On est en 90, là.
Donc on peut retoucher. Mais quand on retouche, on met des choses qui ne sont pas forcément dans la photo. On interprète. Donc ce logiciel-là, restaurateur d'images, mais même Natacha Ray, elle nous vend l'intelligence artificielle, mais elle y connaît rien en images. Elle y connaît rien en transvestigation. Elle s'est formée, elle nous le dit elle-même, elle a demandé à des gens, des dermatologues, des ci, des ça. C'est pas tellement les dermatologues, bon, oui, la qualité de peau de quelqu'un qui est rasé de près, un homme qui est rasé de près au niveau du menton et une femme, c'est pas pareil, même une femme qui aurait la peau un peu épaissie, hein. Mais non, c'est pas pareil, bien sûr, mais donc elle nous parle un peu de transvestigation, et le plus savoureux, hein, j'avais évoqué la chose dans Facteur 2, elle compare donc un transgenre post-pubertaire tardif au transgenré de l'élite. Ceux dont on a vu qu'ils, vraisemblablement, enfin, on n'a pas les preuves là comme ça sur le papier, mais enfin c'est tellement évident, puis il y a eu tellement de gens qui ont relayé ça, qui l'ont expliqué de tas de façons différentes. Ils reçoivent des hormones contraires à leur karyotype, in utero. Karyotype, je rappelle, c'est XXXY. Je ne sais pas si c'est susceptible de changer le karyotype d'ailleurs, si c'est trop tôt, mais enfin, là n'est pas la question. Quand on a identifié XX, on donne XY et inversement. Donc ça donne des personnages androgynes, intersexués, enfin avec des caractéristiques intermédiaires, on va dire. Et après, comme il y a souvent des opérations chirurgicales, les stars sont accros à la chirurgie esthétique. Oui, mais ça c'est pour continuer le processus. Si c'est une femme, présentée comme une femme, elle aura toujours une mâchoire carrée. Si c'est un homme, pas toujours. Non mais regardez, hein. Mais où j'en étais ? Oui, que Natacha Ray nous dit qu'elle a passé les images dans un logiciel de restauration. Alors ça colorise, ça redonne un peu de netteté, tout ça, mais c'est des choses qui n'étaient pas dans la photo. Vous savez comment c'est une photo physique ? C'est un film, on appelle ça, donc une pellicule de plastique. Alors avant, c'était pas du plastique, c'était du verre, mais on va s'en tenir à ça, c'est du plastique. Et dessus, il y a une couche de choses qui réagissent à la lumière. On va s'en tenir au noir et blanc, de toute façon, les photos dans les années 50 sont au noir et blanc. De quoi est constituée cette couche Tiens, je me souviens plus exactement. Mais il y a des choses qui réagissent un petit peu comme notre rétine, qui vont réagir différemment si c'est exposé à la lumière ou à l'ombre. Donc, pour nous, la chose se passe en continu. La plaque sensible serait le fond de l'œil, et plus exactement le capteur qui enverrait au cerveau pour s'en tenir à une vision quand même matérialiste. Mais bon, on peut voir sans les yeux aussi, et avoir des impressions lors de sortie du corps, de choses comme ça, ou de coma, on a les yeux fermés, et bien sûr on voit des choses, mais bon, on va s'en tenir à ça. Donc il y a le nerf optique qui conduit la lumière, et l'œil, la surface de l'œil sert le devant de l'œil, tout ça, le cristallin, ça sert d'objectif. L'objectif, c'est la lentille qui inverse l'image, et bon bref. Donc on a de l'optique et on a de la chimie. Et c'est cette chimie sur la pellicule qui va être impressionnée, clac, comme si on ouvrait, on fermait les yeux là, et là il y a une chimie qui s'opère, et qui va altérer d'une façon différente les zones qui ont été exposées à la lumière et d'autres qui n'ont pas été exposées. Après, on révèle ça par le développement. Donc on applique, tout ça se fait dans le noir, on plonge cette surface impressionnée dans un bain chimique qui va transformer les réactifs qui se trouvent dans l'émulsion, de sorte que tout ce qui a été impressionné devient opaque, ce qui ne l'a pas été devient transparent. C'est comme ça, de sorte que tout ce qui a été exposé est noir, tout ce qui n'a pas été exposé est transparent. Après, quand on fait le tirage, on met le négatif dans l'agrandisseur, donc ce qui est transparent laisse passer la lumière, ça impressionne le papier et ça le noircit. Donc tout ce qui est noir sur le papier est transparent sur le négatif. Mais ce réactif, c'est un support, un produit chimique qui a un grain. D'ailleurs, ça s'appelle un grain. Et donc, ces petits grains, l'un va réagir, l'autre non. Mais il n'y a pas une frontière nette, vous voyez. Enfin, ça reste matériel, tout ça. Donc, si pour une question de conditions d'exposition, le grain est grossier, on n'aura pas une définition précise. Le négatif n'aura pas une définition précise, donc le tirage non plus. Donc, si une photo, au départ, a un grain grossier, pour une question de chimie ou une question d'optique, donc de mise au point, si ce négatif a une faible définition, on ne peut pas rajouter de la définition sans interpréter.
donc s'en dénaturer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on retouchait les photos sur les portraits anciens pour qu'elles soient plus avantageuses. Ou même le fait que la définition était légèrement floue, un petit peu comme l'image que vous êtes en train peut-être de regarder là. Là, cet autoportrait, eh bien je sais pas, j'avais dû toucher l'objectif où il y a de la colle, du scotch que je mets toujours. Et donc, je sais pas, il n'y a pas de rides, il n'y a pas de marque, tout est très lisse et comme un visage très jeune. Voilà, c'était pas l'idée d'ailleurs, mais voilà, c'est parce que ça manque de définition. Donc si on applique un restaurateur d'image à cette photo-là, peut-être qu'on obtiendra un visage très jeune. Alors qu'au moment où j'ai pris cette photo, j'avais, je sais pas, 49 ans peut-être, 48, je sais plus. Bah oui, 48 puisque c'était en 2020. Alors voilà comment cette dame procède pour évaluer une image. Ce faisant, elle n'a même pas regardé la composition, la rupture de continuité dans l'abat-jour. Mais ceci dit, si on n'a pas vu l'abat-jour, c'est peut-être parce qu'il y a eu plusieurs versions de cette image. Mais qui a publié cette image? Qui l'a eue? D'où sort cette image? Qui l'a trafiquée? Bon bref, cette image sur laquelle nous nous sommes appuyés pour dire « Mais regardez, le petit garçon, c'est Chibrit. » Ouais, c'est vrai. C'est très vraisemblablement vrai. Mais après tout, rien ne prouve que ce petit garçon soit le Jean-Michel Trogneux qui apparaît dans l'état civil. D'ailleurs, même cet état civil dont nous avons vu les photos du document, hein, mais existe-t-il vraiment? Brigitte Trogneux, enfin, ils ont tellement trafiqué la généalogie. Alors ça, c'est pour nous perdre et nous occuper, d'accord. Donc peut-être que les gens qui nous disent « Mais c'est pas ça l'important, il y a d'autres choses plus importantes. » Mais qu'est-ce qui est plus important? Ce qui est plus important pour eux. Par exemple, la façon dont Trump est en train d'essayer de mettre la main sur Gaza. Ouais, mais ça, c'est pas le plus important non plus. Si on en parle beaucoup, c'est que c'est pas le plus important. Il y a un enjeu eschatologique autour de la Palestine et de Jérusalem et tout ça, d'accord. Est-ce un vrai enjeu ou est-ce encore de la poudre aux yeux? Mais tout est important en fait. Ce qui se passe d'extrêmement étrange dans le ciel, là au moment où j'entends un grondement et même à travers le carreau de verre ancien, je vois une énorme traînée assez haut dans le ciel, mais en blanc sur blanc, parce que le ciel est déjà complètement saturé et il va pas tarder de falloir allumer la lumière à l'intérieur si ça continue. Bon, qu'est-ce qui est important? Mais ce qui est important, c'est ce à quoi la personne qui parle est identifiée. Ben oui, si c'est un ressortissant du monde arabe et musulman qui nous dit « Mais regardez ce qui se passe en Palestine. » Bon, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Selon Martin Vreeland, bon, il faut s'abonner à son site et puis c'est en anglais, alors j'ai pas pu suivre ça plus avant, mais on m'a dit que lui disait qu'il y avait plus de Palestiniens à Gaza depuis la Coupe du Monde au Qatar, il me semble, où ils auraient été évacués discrètement et ils habiteraient ailleurs. Il n'y aurait plus de Gazaouis. Et les bombardements qui ont été montrés, les séquences, tout ça, un petit peu comme dans des hommes d'influence, eh ben, ce sont des maquettes. Ce sont... D'ailleurs, qui est là-bas pour en témoigner? Comment pourrions-nous savoir? Alors potentiellement, tout est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ça ne nous atteigne pas émotionnellement. Parce qu'en fait, de toute façon, les offensives contre le vivant, contre l'humain et contre l'âme sont constantes, omniprésentes. Ça, nous n'y pouvons rien puisque c'est la nature de ce monde. Le moteur de ce monde, c'est la profanation de la vie. Bon, voilà. Et nous, peut-être que notre raison d'être, enfin j'en sais rien, notre raison d'être ici, mais c'est de servir la vie. Et nous ne pouvons pas servir la vie en contrant les attaques du démon contre la vie. C'est une tâche sans fin. Et bien trop grande pour un être humain. Donc ce qu'il nous faut, c'est observer tout cela en nous souvenant que cette réalité est illusoire et que de toute façon, ces attaques contre la vie ne s'appliquent que ici-bas. Que nous sommes plus que cela et que en rentrant dans leur jeu d'essayer de se battre ou en ayant des émotions d'attachement pour ce qui se passe ici, nous nous coupons de notre vraie nature, qui est plus grande et plus vaste. Si tout ceci n'est qu'un affreux cauchemar, et que nous essayons de nous battre à l'intérieur du cauchemar, nous sommes piégés. Il nous est tous arrivé, il me semble, j'imagine, quand nous faisions un cauchemar ou un rêve extrêmement désagréable, de nous rendre compte
je dis pas que ça se produit à chaque fois, très loin de là, mais parfois ça se produit, de nous rendre compte que nous sommes en train de rêver et qu'il faut que nous nous réveillions à toute force. Ça arrive. Ça arrive aux enfants. Oui, moi ça m'est arrivé surtout enfant, de me réveiller, de savoir que je devais me réveiller alors que je dormais. Et tout l'enjeu est là. D'arriver à le faire dans les rêves est intéressant. Mais qu'est-ce qui nous fait croire que quand nous nous réveillons, nous sommes vraiment dans la véritable réalité, que de celle-ci on ne peut pas s'échapper par l'esprit? Qu'est-ce qui nous l'a fait croire? Sinon notre éducation familiale, l'école, la société, tous les messages sous-jacents et latents de la société, de ce monde. Alors que les enseignements ésotériques, oui, les enseignements ésotériques nous disent précisément le contraire, que ce monde est le monde d'illusion. Alors c'est amusant parce que nous sommes portés à nous intéresser à l'ésotérisme justement parce que nous sentons qu'il y a des vérités cachées au-delà de ce qu'on nous a dit. Et c'est un piège de plus parce que l'ésotérisme nous rattache à l'astral, nous maintient ici. Alors il y a des enseignements de l'ésotérisme qui sont vrais, bien sûr. C'est une couche de savoir plus réelle que la couche de connaissances et d'éducation qui a cours dans la société. Mais c'est pas pour autant qu'elle est vraie. C'est pas pour autant que les motivations derrière les enseignements ésotériques sont plus réelles, sont meilleures. En gros, il faut savoir ce qu'ils disent, mais toujours avec beaucoup de recul. Parce que sinon, on va être tenté de suivre cette voie. Et cette voie ne nous amènera jamais à sortir du monde du démon. C'est tout le contraire. Elle nous amène à nous identifier à ces enseignements. Et c'est ça, je le dis toujours, si nous nous identifions à quelque chose, nous faisons corps avec cette chose. C'est ça que je veux dire. Nous faisons corps. Si nous commençons à faire corps avec les enseignements ésotériques, nous leur donnons une justification. Quand je dis qu'il faut connaître les enseignements ésotériques, ça ne veut pas dire forcément de les suivre. Et ça veut encore moins dire les idolâtrer. Nous reviendrons sur l'huile du Christ. Il est temps de refaire la lecture de ces soi-disant enseignements et ce qu'est et n'est pas l'huile du Christ à la lueur des enseignements délivrés par le Père Verlainde. Même si le Père Verlainde lui-même sert un système religieux, spirituel qui est de près ou de loin lié au monde qu'il dénonce. Mais il nous faut voir en quoi il s'agit d'ésotérisme et non pas de spiritualité vivante. Pour se consacrer à la spiritualité vivante, aucun enseignement, surtout secret, aucun enseignement spécifique n'est requis. Dans le cœur de l'homme, dans le cœur de l'être vivant, j'oserais tenter créé par Dieu, il y a le bien. La racine profonde de l'homme, c'est la vie. Donc il n'y a pas de bien et de mal. Et les enseignements ésotériques essaient de nous vendre la chose, il n'y a pas de bien et de mal. C'est au-delà du bien et du mal. Venez, on va vous montrer ce qu'il y a au-delà du bien et du mal. Non. On va rester en deçà de toutes les transgressions. Et se souvenir de ce qu'est la vie. Parce que quand on nous vend ce qui est au-delà du bien et du mal, que la nature est double et tout ça, regardez simplement les animaux. Ils ne font ni le bien ni le mal, ils font la volonté de Dieu. Et nous, on nous vend le contraire. Faire notre propre volonté au-delà du bien et du mal. Mais au-delà du bien et du mal, ça veut dire transgresser. Et quand on transgresse, c'est rarement bénéfique pour celui qui fait les frais de la transgression, notamment. Alors quelle est la chose importante à regarder dans ce monde de transgression et dans ce monde où tout s'accélère ? Bien sûr que l'affaire transgressive du transsexuel de l'Élysée est une voie de garage et un faux semblant. Mais possiblement tout mensonge révélé, tout mensonge qui se révèle à nos yeux est une étape de plus vers notre réveil. Parce qu'une fois qu'on a démonté un mensonge, on ne peut plus le continuer en parole avec les autres. Donc c'est très inconfortable, on devient autre, ouais. On sort de l'illusion, de l'endormissement mental. On ne peut plus se référer à cette chose dans une conversation courante.
Par exemple, si on parle du ciel et qu'on voit que rien n'est naturel et que quelqu'un nous fait la conversation sur la pluie et le beau temps, on est un peu embêté parce que on peut pas lui dire en général que ce n'est pas naturel. Et vous, ces lignes parallèles, vous en pensez quoi? On va pas se le mettre dans la poche en général. Donc quand au cours d'une conversation, il y a une référence au fait, par exemple, que c'est l'homme qui est la cause de la pollution, etc., on peut plus suivre cette conversation. Et on va être dans une position délicate. Soit on fait oui, et on est obligé de mentir et d'aller dans le sens des interlocuteurs, mais là on se met en dissonance. Soit on leur dit mais non, mais bien sûr que non, de toute façon c'est pas possible, et là il y a un point de rupture. Soit on écourte la conversation et on se dit ce sujet-là, on peut plus parler de ça, et très rapidement on peut plus parler de rien, puisque il suffit d'avoir mis au jour quelques mensonges pour se rendre compte qu'ils sont omniprésents en tant que référence dans des conversations courantes. On va toujours s'appuyer sur quelque chose à titre d'exemple ou pour parler d'autre chose. Et là, ça devient extrêmement inconfortable, on ne peut plus parler à personne. Oui, mais c'est ça qui se passe là. C'est pour ça qu'on est proche du point de rupture. De plus en plus de gens sont proches du point de rupture cognitif. C'est pour ça aussi que beaucoup d'entre nous n'ont plus goût à ce qui était la vie en société. Sortir, aller à la fête du village, ou aller boire un verre quand on vit en ville, ou aller au cinéma. Tout nous saute à la figure comme mensonge et manipulation. Alors c'est plus possible de faire semblant. Nous avons quitté le monde de l'illusion, au moins en partie. Et nous voyons ceux qui continuent à se mouvoir dedans. Et nous voyons bien que ces gens-là sont en dissonance. Nous voyons bien dans le fond de leur regard qu'ils comprennent. Une part d'eux comprend tout à fait bien, parce que il suffit qu'on soit là et qu'on les écoute quand ils nous disent quelque chose qui est quelque chose d'appris, engrammé. Ils se rendent bien compte. La plupart du temps, ils se rendent compte qu'on n'est pas d'accord avec eux, qu'on voit autre chose. Ils le sentent. Énergétiquement, nous ne sommes plus les mêmes. Et ça les met dans un état, d'hystérie rentrée, de panique complètement rentrée, contrôlée. Alors la vie en société devient impossible. Nous sommes proches du point de rupture, mais d'un point de rupture invisible qui ne passera pas par un réveil massif du fait qu'on aura délogé les locataires de l'Élysée, etc. Mais non, parce que ça c'est rien du tout. C'est juste la partie visible. Candace Owens, elle nous parle pas de Big Mike. Elle fait justement référence à Michelle Obama, qui a des photos jeunes, qui a des photos d'elle, entre guillemets, d'elle, jeune. Alors, elle nous a dit qu'elle avait eu des filles, et qu'après, elle les avait eues par procréation, ou par mère porteuse. Il y a plusieurs versions, constamment. C'est curieux, hein? C'est curieux que, pourtant trumpiste, elle grille pas Michael. Pourquoi? Parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette. Ouais, la barbichette. Donc bien sûr que cette affaire n'éclatera pas. Et Poutine, quelqu'un nous a dit, c'est plus le Poutine originel, mais en plus, celui-là, c'est un transgenre. Le premier était un homme. Celui avec sa lippe dédaigneuse et sa tête taillée au couteau, vraiment très moche. Tête de russe un peu spéciale, hein. C'est bizarre pour nous. Le faciès des Russes, c'est vraiment un autre monde. Donc, en gros, tu es seul. Tu es seul dans ce monde face au mensonge. Je veux dire, tu es seul dans ton quotidien et tu es seul face à tes frères humains. Mais tu n'es pas seul parce que nous sommes tous là. Nous qui continuons à avoir les yeux ouverts et qui avons le cran d'être seuls dans notre environnement quotidien, seuls d'amitié et seuls d'hommes, nous nous relions à quelque chose de plus grand, qui n'est pas de ce monde, et qui est aussi un peu de ce monde, parce que de continuer à nous parler, à nous écrire, même si les commentaires commencent à être infestés par des trolls d'intelligence artificielle manifestement, et il y a des vrais êtres humains. Nous ne sommes pas nombreux et c'est pas la question. Mais des êtres vivants sur la Terre, il y en a. Il y en a beaucoup moins qu'on croit, mais il y en a. Et j'allais dire peut-être que la qualité d'être vivant se retrouve en se comportant comme un être vivant. Elle peut aussi se perdre en se comportant comme ce qu'on attend de nous. Un prédateur doté d'un mental d'intelligence artificielle reprogrammable. Oui, à chaque fois qu'on fait la pute,
Parce qu'on nous parle beaucoup de putes et de travelots en ce moment. Beaucoup, beaucoup de putes, les pauvres putes au grand cœur. Et c'est la pute au grand cœur, hein. Mais pute, c'est un état d'esprit. C'est vendre son cul pour le pognon plutôt que faire face à une mauvaise passe, si j'ose dire. Non, on n'est jamais obligé de se prostituer. Et certainement pas pour nourrir ses enfants, d'ailleurs. Mais les gens qui se prostituent n'ont pas d'enfants en général. On essaie de nous vendre ça, le sexe complètement dérégulé, tout à fait normal, et les prostituées qui font ça parce que vraiment elles n'ont pas eu le choix. Non. Celles qui n'ont vraiment pas eu le choix et qui sont aux mains de réseaux, on n'entend pas parler d'elles et elles meurent jeunes. Mais les autres, là, qui font carrière ou tout ça, qui sont prostituées à un moment parce que c'était difficile dans leur vie, non. Les gens qui se prostituent ont l'état d'esprit vénal de la prostitution. Qu'on ne vienne pas me dire le contraire. Il y a les gens qu'on a prostitués et il y a les gens qui refusent de se prostituer. Mais ceux qui se prostituent sont prêts à tout. Sont prêts à tout pour ne pas subir la misère ou pour le succès, etc. C'est un état d'esprit. De vendre son cul pour des avantages matériels, c'est ça l'état d'esprit de putain. Hein, on dit putain jour, pute toujours. Les politiciens sont des putains, tout le monde le sait. Les journalistes sont des putains. Hein. Bien sûr, parce qu'ils disent pas ce qu'ils pensent. Quand ils pensent quelque chose, parce qu'il y a une ligne éditoriale. Un journaliste qui ferait une vraie enquête, qui enquêterait vraiment sur tout, finirait par trouver des choses qui ne vont pas, même parmi les tenants de l'idéologie que son journal défend. C'est inévitable. On essaye de faire de nous des vendus et des putains. Toujours. On nous met dans la main un marché. Et oui, vendre son temps de travail et son temps de conscience contre de l'argent. On dit, ah oui, mais la caissière aussi, c'est une putain, puisqu'elle vend son temps, son corps. Ouais, c'est pas la même chose. Essayez de nous faire croire que avoir des relations sexuelles est la chose la plus anodine du monde et sans aucune conséquence, c'est encore un des mensonges du démon. Ceux qui ne le comprennent pas, évidemment, c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer. C'est comme ceux qui ne comprennent pas ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qui est vivant, ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a un moment où il faut arrêter d'essayer de convaincre qui que ce soit. Nous sommes justement seuls parmi ces êtres-là. Et notre position devient intenable. Parce que nous sommes sortis de l'illusion, parce que c'est pas comme dans les années 50, 60, 70, 80, on croyait encore au monde. On allait, il suffisait d'avoir un bon métier, voilà. Là, on voit bien que tout est verrouillé. Non, l'humain n'a jamais été en charge de son destin. Nous l'avons cru. Maintenant, ça se voit. Peut-être l'âge d'or, c'était cet âge où on ne voyait pas autant de choses et qu'on pouvait passer toute une vie en ayant un métier, une famille, une petite maison, un potager, partir en vacances. Enfin, tout se passait selon ce qu'on croyait être la vie. Et maintenant, tout nous est retiré. Tout. Tout est obligatoire, interdit, et de toute façon payant. Toutes nos libertés sont grignotées l'une après l'autre. Et en fait, de liberté, c'était pas toujours des vraies libertés. La liberté de rouler en voiture, d'avoir cette puissance d'aller où on veut, c'est aussi parce que rien dans notre monde n'est naturel. Rien n'est à portée de la main. Plus rien ne nous comble. Rien des choses naturelles ne nous est accessible. Donc c'est déjà une fausse liberté. La liberté d'être coincé 2 heures sur le périph' tous les jours. La liberté de passer à la pompe. La liberté d'aller faire le contrôle technique tous les 2 ans. La liberté de galérer 3/4 d'heure pour trouver une place. Tous les matins. Bravo. Bref, je m'égare. Alors quelle est la chose importante en fait ? Quelles sont les choses importantes si l'affaire Chibride c'est pas important ? Ça dépend du point de vue de celui qui s'exprime, bien sûr. Tout est mensonge. Donc tout mensonge mérite d'être mis à jour. Bien sûr, c'est une tâche trop importante. Mais puisque tout est mensonge, alors un mensonge vaut bien un autre. Qu'est-ce qui va nous réveiller, sinon de sortir de l'illusion ? Eh bien, cher ami, choisis l'illusion du jour. Enfin, je veux dire, de démonter l'illusion du jour. Après tout, toi qui chemines dans ton monde mental, choisis ton chemin. Ne te laisse pas dire ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est important, je veux dire, intellectuellement, mentalement, et ce qui est important dans ton quotidien, et toi seul sais. Et toi seul sais si tu entres en dissonance ou si tu te réalignes. Mais il est vrai que notre situation est devenue intenable. Et que la seule chose qui peut nous remettre d'aplomb, c'est d'arriver, j'insiste, à éteindre le mental quand les pensées s'emballent. Parce que ça mène à la folie.
la folie, je veux dire, à l'activité dérégulée du mental. Ça, les intellectuels, surtout les intellectuels qui travaillent sur la sémantique, le sens, le code, tout ça, sont très fragiles. Hein. Donc il faut pouvoir éteindre ce cerveau gauche. Ça, c'est impératif. Ça ne veut pas dire éteindre notre intelligence. Ça ne veut pas dire se laisser dire par autrui, mais éteindre purement et simplement l'activité mentale et se relier à autre chose. Mais pas de l'astral, pas des impressions, des images. Chaque fois qu'il y a des images mentales qui arrivent comme ça, surtout quand on fait une super médite, ouais, ben ça c'est de l'astral. Donc ni astral, ni mental. Repos, pas d'image, pas de musique. Un peu de repos dans la tête. Ouais, c'est pas évident, mais il suffit de quelques secondes, quand les pensées s'emballent. Mais alors, mais si je chibrite, mais alors, et comment, mais alors, si on est sous un dos, mais alors comment, hop, clouc. Vous avez cette image des... Attendez, c'était quoi ce bouton-là? Je claque. Ah, je tourne un bouton qui a une certaine souplesse, et clac. Vous savez, en gros plastique avec une pastille de métal, là, et puis le curseur pour dire si c'est sur marche ou arrêt, c'est une lame de métal aussi. Clac. Ah, je sais pas. Un transistor, peut-être un gros transistor de plastique. Vous savez, c'était pas des boutons tactiles, c'était des trucs, il fallait une action musculaire. Clac. Voilà, il y a un déclic. Éteins. Éteins, cher ami. N'éteins pas ton intelligence, éteins ton activité mentale. C'est marrant, mais l'intelligence a besoin de repos aussi. Le temps d'intégration se fait dans le silence du mental. Et c'est notre mental qu'ils veulent stimuler tout le temps. Parce que notre mental amène à l'émotion. Dès qu'on pense un peu trop et qu'on se rend compte qu'il n'y a plus de solution et qu'on ne comprend plus, eh ben, la machine émotionnelle s'emballe. Éteins, s'il te plaît. Éteins avec moi le mental. Ça n'éteindra pas ton intelligence, et encore moins ton intuition, et encore moins ta capacité d'action. Éteignons pour un instant l'activité soi-disant logique du mental, l'activité arborescente 0 et 1 du mental, parce que nous sommes plus que ça. Vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça. Et dans le silence tranquille de notre cœur, laissons fleurir l'intelligence, la gentillesse, la compréhension profonde. Faisons un peu de place, malgré tout ce marasme, à la joie, la vraie, celle qui se trouve à la racine de notre être et qui est finalement notre vraie nature.